Ok, bonjour. Alors, dans la dernière vidéo, nous avons exploré le concept de l'enthalpie. Si vous avez encore la difficulté à comprendre c'est quoi l'enthalpie, c'est correct. Le plus qu'on l'utilise, le plus que ça va devenir un peu clair c'est quoi. Mais vous pouvez penser à ça comme le changement d'énergie thermique. Et dans cette vidéo, on va explorer les changements d'enthalpie, les changements d'énergie thermique, dans des processus physiques et nucléaires. Et dans le prochain module, on va explorer les processus chimiques. Alors, une transformation physique, comme vous savez ou devriez savoir à ce point-ci, c'est une transformation qui ne modifie pas les propriétés chimiques d'une substance. Et nous allons explorer les changements d'enthalpie dans deux transformations physiques particulières. Un, les changements d'état, comme la glace qui fond pour former de la liquide, qui bouille pour former un vapeur, et dans la dissolution. Alors, commençons avec la dissolution. La dissolution comporte plusieurs étapes, et dans chaque étape, il y aura un changement d'enthalpie, ou un changement d'énergie thermique. Premièrement, les interactions entre les particules de soluté, quand elles sont brisées, il y aura un changement d'enthalpie. Donc, disons que nous avons notre bécher qui est rempli d'eau et j'ajoute des grains de chlorure de sodium là-dedans pour dissoudre le sel. Quand les interactions entre le sodium et le chlore sont brisées pour l'ioniser, il va y avoir un changement d'enthalpie. Il va y avoir de l'énergie thermique qui est soit libérée ou ajoutée au système pour pouvoir briser ces liens. Même chose pour le solvant, pour l'eau. Les interactions entre... Donc nous savons que l'eau, il y a des liaisons d'hydrogène qui lient les molécules d'eau ensemble. Pour pouvoir dissoudre quelque chose, il faut partiellement briser ces interactions. Donc, quand on brise ces interactions, il y aura un changement d'enthalpie également. Il y aura également un changement d'enthalpie quand une interaction se forme entre la soluté et le solvant. Donc, au fur et à mesure que l'eau et les ions de sodium et l'eau et les ions de chlore s'attirent, il y aura un changement d'enthalpie. Dans tous les processus de la dissolution, il y a des changements d'enthalpie. Et le changement d'enthalpie pour la dissolution au complet, c'est la somme de tous ces changements d'enthalpie. Donc, ΔH pour la soluté et ΔH pour le solvant vont généralement être positifs. Positifs parce qu'il faut ajouter, c'est des processus endothermiques, il faut ajouter de l'énergie au système pour pouvoir briser ces liaisons. ΔH pour le mélange va être négatif parce que former des liaisons libère de l'énergie. Donc là, la question c'est est-ce que le processus de dissolution au complet est exothermique ou endothermique? Ben, si ΔH mélange est plus grand que ΔH soluté plus ΔH solvant, on dit que la dissolution au complet est exothermique. Parce que former le mélange libère plus d'énergie que ce qui est requis pour briser les liaisons dans les deux composés. Si c'est le cas opposé, ce sera endothermique. L'autre type de
changement d'enthalpie, c'est les transitions de phase. Donc ici, par exemple, nous avons la glace qui devient de l'eau liquide. Évidemment, pour former de l'eau liquide à partir de la glace, il faut fondre la glace. Il faut en fait ajouter de l'énergie sous forme de chaleur. Donc, delta H de fusion, c'est ce qu'on appelle cette valeur, et ce sera généralement positif. Vous allez souvent voir delta H de fusion avec un petit zéro en haut. Le petit zéro en haut représente le zéro en haut représente des conditions standards. C'est-à-dire à pression atmosphérique. Parce que le changement d'enthalpie va varier selon la pression. Parce que la pression extérieure joue un rôle sur le travail fait sur le système. Si on veut transformer l'eau liquide en vapeur, il faut encore une fois ajouter de l'énergie sous forme de chaleur. Il faut bouillir l'eau. Et ça nous donne le delta H vap, delta H vaporisation. Si on veut faire l'opposé, on fait tout simplement l'opposé. Nous pouvons enlever de l'énergie thermique, enlever de la chaleur pour condenser la vapeur en liquide. Ça nous donne le delta H de condensation. Et c'est égal à l'opposé du delta H de vaporisation. Parce que c'est un montant égal. Ce qui est requis pour vaporiser va être l'opposé de ce qui est requis pour condenser. Même chose pour la solidification. Si on veut aller d'une liquide à un solide, nous avons le delta H de solidification qui est égal au négatif du delta H de fusion. Alors, cet diagramme montre un peu ce processus. Donc, disons que nous commençons ici à moins 100 degrés. Nous allons évidemment avoir de la glace. Au fur et à mesure qu'on augmente la température, donc nous avons température sur l'axe vertical et nous avons la variation d'enthalpie sur l'axe horizontal. Donc, au fur et à mesure que la température augmente, nous augmentons l'enthalpie. Et éventuellement, nous arrivons au point où il y a la fusion. Et le solide devient liquide. Donc ici, la température ne change pas. Et au moment où tout le solide est devenu liquide, là, la température de l'eau va commencer à augmenter encore. Mais pendant la transformation, la température ne change pas, mais il faut cependant ajouter un certain montant d'énergie pour réaliser cette transformation. Donc, le changement d'enthalpie de vaporisation de l'eau est à peu près 6 kJ. Excusez, de fusion de l'eau, à peu près 6 kJ. Là, la température augmente, l'eau reste liquide, et au fur et à mesure que nous arrivons à 100 degrés Celsius, à peu près, nous avons la vaporisation. Et ici, il faut ajouter 40 kJ d'énergie pour vaporiser l'eau. Et là, la température va continuer à augmenter au fur et à mesure qu'on chauffe la vapeur d'eau. Dans les parties ascendantes, donc dans la partie par exemple ici, nous pouvons calculer la chaleur nécessaire pour aller de n'importe quelle température à une autre température avec Q égale mc
delta T. Donc ça nous donne une idée des transformations physiques. On va brièvement regarder aux transformations nucléaires, qui sont des transformations réalisées pendant la désintégration, la fission et la fusion d'éléments radioactifs. Ce qu'on a vu un peu l'année passée, donc par exemple notre réacteur nucléaire, là, où ils font l'énergie nucléaire avec l'uranium. Quand l'uranium se décompose pour former d'autres choses, il y a une libération d'énergie, et c'est cette libération d'énergie qui est transformée en énergie électrique pour alimenter le réseau électrique de l'Ontario. Et le montant d'énergie libérée est calculé selon l'équation d'Einstein, E égale mc au carré, m étant la masse et c étant la vitesse de la lumière, qui est une constante. Donc, essentiellement, le plus de masse qu'il y a, le plus d'énergie qui sera produit.